Bon, bah encore un épisode qui m'a mis à l'amende. Décidément, je les enchaîne en ce moment. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Ta copie, avec aujourd'hui l'épisode 4, pardon, qui touche à un sujet qui, moi, me touche personnellement. Je pense que clairement, de tous les personnages de cette série, c'est clairement à Azuma que je m'identifie le plus, de loin. Et donc cet épisode va principalement se concentrer sur lui, encore une fois, sur ce qu'il pense de toute cette situation, sur les difficultés qu'il a chez lui, et surtout à quel point est-ce que Shizuka, elle est mais complètement déconnectée de la situation. Donc je veux bien que Shizuka apparaît comme la petite victime parfaite au début du premier épisode, et ce qui lui arrive, ce qu'elle a vécu, c'est terrible, il n'y a pas de problème, je suis totalement d'accord là-dessus. Par contre, ses réactions depuis la mort de Marina, il y a clairement quelque chose qui ne va pas. Elle n'a pas l'air de se rendre concrètement compte de réellement ce qui se passe. J'ai- J'irais presque même jusqu'à dire qu'elle s'en fiche un peu, soyons très honnêtes. La seule chose qui l'intéresse concrètement, c'est d'aller à Tokyo et d'aller retrouver son chien. C'est limite, son père, elle s'en fout, c'est pas ça qui l'intéresse, elle veut juste récupérer Chappie. Alors, c'est très compliqué de savoir exactement les raisons de cette espèce de dissociation qui se passe avec Shizuka actuellement. Est-ce que c'est la résultante de la mort de Marina? Genre le choc qui est tellement grand que ça l'a, dans son esprit d'enfant, ça a totalement bouleversé la moralité, je ne sais pas. Parce que j'avais pas le sentiment qu'elle était comme ça quand même au début de la série, dans le premier épisode principalement. Après, peut-être que c'est juste des tendances qu'elle avait déjà qui se sont réveillées aussi. Honnêtement, à ce niveau-là, tout est possible. Et je ne voudrais pas commencer à faire de diagnostic psychologique sur elle, même si je regardais dans le DSM, ça reste une gamine qui a vécu des trucs très compliqués. Mais c'est vrai que là, dans l'idée, il s'est passé un truc horrible, je veux pas en subir les conséquences, laissez-moi juste aller retrouver mon chien, quoi. Quitte à ce que ce soit d'autres personnes qui soient accusées ou qui souffrent à ma place, quoi. Certains pourraient même dire que Shizuka, depuis l'épisode 3, en fait, se montre particulièrement manipulatrice, principalement à l'encontre d'Azuma. Alors, c'est difficile de jauger exactement jusqu'à quel point c'est conscient, jusqu'à quel point c'est volontaire, mais clairement, elle est prête à sacrifier Azuma si ça peut lui permettre de récupérer son chien, clairement. J'ai vu d'autres personnes évoquer aussi l'hypothèse que, bah, comme tout enfant, en fait, elle imite sa mère. Sa mère est une escorte. Donc, est-ce qu'elle aurait pas récupéré certains comportements de sa mère et de les appliquer à sa situation? Consciemment ou pas, encore une fois, très compliqué à dire. Bref, tout ça pour dire que, grosso modo, donc le corps de Marina a été découvert. La police vient directement informer les enfants de ce qui s'est passé. On voit d'ailleurs la prof qui est en larmes. Et dans ma tête, je me dis, meuf, t'aurais eu le même type de réaction dans la timeline où Shizuka s'est pendue. Tu te rends compte que t'as rien foutu pour empêcher les choses ou qu'est-ce qui se passe en fait, quoi. Donc voilà, donc la prof est en pleurs, les élèves, ils ont du mal à réaliser, t'en as qui sont en pleurs, t'en as un, il arrête pas de regarder derrière lui parce il y a le bureau du coup de Marina avec un espèce de petit vase avec une fleur qui du coup est symbolique. On le voit souvent on le voit souvent dans des animés, dans des jeux ou ce genre de choses autour du Japon. Ça symbolise que quelqu'un est décédé. Donc ouais, ils sont tous un petit peu perdus et du coup, bah, les policiers forcément veulent un petit peu interroger tout le monde, savoir qu'est-ce qui se passe, s'ils ont remarqué des choses qui pourraient les aider dans leurs enquêtes. Bon, a priori, ils ont l'air à peu près convaincus que c'est un adulte qui a fait le coup. En même temps, c'est très compliqué, même pour nous, d'imaginer un enfant capable de commettre un crime. S'il y a bien deux choses qui sont dissociées dans notre imaginaire collectif, c'est bien les enfants et la mort. Que ce soit des enfants qui meurent ou que ce soit des enfants qui commettent des crimes, qui tuent quelqu'un d'autre.
C'est pour ça que ça fait poser plein de questions à plein. En fait, pour nous, des enfants, c'est quelque chose de tellement innocent que c'est pas capable de faire des mauvaises choses. C'est pour ça que les gens sont autant en colère par rapport à Marina dans l'épisode 1 et que beaucoup ne savent pas, ne ressentent pas particulièrement d'empathie ou de tristesse sur le fait qu'elle soit morte. C'est parce que vu les actes qu'elle a commis, qui sont plus dignes, on s'imagine, d'un adulte, pourquoi est-ce qu'on aurait de la compassion pour elle? Alors, pour beaucoup, ils comprennent que la situation a mené jusque-là. Mais j'imagine que c'est plus simple de blâmer tout sur Marina. Enfin, comment dire, je suis très partagée là-dessus parce que pour moi, un enfant et même l'adulte qui deviendra plus tard est le produit de son environnement. Est-ce que c'est mes études de psycho? Est-ce que c'est, j'ai pas envie de dire mon empathie naturelle, mais je suis très empathique, très émotionnelle de nature, déjà de base. Euh, Est-ce que c'est le fait que j'ai fait des études concernant les enfants, le développement de l'enfant notamment? Je sais pas, mais moi je peux pas juste blâmer un enfant, je peux pas me réjouir de la mort d'un enfant par exemple. Parce que je peux pas blâmer un enfant pour les actes terribles qu'il a fait quand je sais que derrière c'est les adultes qui ont pas su poser de limites. C'est comme les enfants avec qui je travaille à la crèche par exemple, je l'ai mentionné 2 ou 3 fois, mais des fois, mais on a vraiment envie de les gifler parce qu'ils font des trucs. Bon, ils se mettent en danger, de un, ils mettent en danger les autres, ils se font du mal, ils nous respectent pas, il y a plein de trucs. Mais c'est aussi parce que c'est l'éducation qu'ils ont eue. Et malheureusement, nous, en tant que professionnels, à la crèche, à l'école ou autre, bah, notre travail est limité. On peut pas faire des miracles. Mais voilà, j'arrive, mine de rien, même si parfois je sens la colère qui monte, je suis capable de faire je suis capable de faire la différence. Je sais que c'est plus compliqué pour d'autres personnes, mais là, Shizuka, ce qu'elle demande à Azuma, j'ai un peu beaucoup du mal à lui pardonner, personnellement. Bon, peut-être parce que je m'identifie beaucoup plus à Azuma aussi. Possible. C'est clair que des gens qui se sont fait harceler comme Shizuka, forcément auront plutôt tendance à prendre son parti parce qu'ils comprennent beaucoup plus ce qu'elle a vécu. Alors moi, je vais être honnête, hein, on a essayé de me harceler quand j'étais plus jeune. Manque de bol, j'ai quand même eu l'étiquette la fille dont la mère est morte pendant tout mon collège. Donc forcément, ça m'attire naturellement un peu plus de sympathie de la part des gens. C'est plus compliqué de faire du mal à des gens quand tu sais déjà qu'ils ont une situation difficile. Et puis le truc, c'est que même si je suis très introvertie de nature, que je suis pas sociable, que je reste plutôt dans mon coin, à l'époque j'avais des bonnes notes, ce genre de choses, bah quand tu viens m'embêter, en fait, je vais réagir. Alors c'est beaucoup plus simple avec les autres élèves qu'avec ma famille, ça vaut le coup. Mais voilà, quand on est venu me chercher des noises, je me suis toujours défendue. Ça, pour le coup, voilà. J'ai eu la chance à ce niveau-là. Mais ouais, non, Shizuka, elle est complètement déconnectée dans cet épisode-là. Parce que du coup, elle va demander, donc suite à tout ça, donc forcément, c'est les camarades de classe vont commencer à parler. Les filles sont très faciles à blâmer Shizuka pour ce qui s'est passé, d'autant qu'elle s'était rapprochée de Marina et ce genre de choses. Euh, donc la police vient l'interroger, ce genre de choses. Et en fait, bah, finalement, Shizuka finit par demander à Azuma de s'accuser à sa place, en fait, de ce qui s'est passé concrètement. Parce que sinon, bah, elle pourra pas aller pendant les vacances d'été récupérer Chappie. Et elle dit oui, mais t'inquiète pas, je t'attendrai, machin et tout. Et sur la fin de l'épisode, alors que ta copine, il est en mode t'es vraiment sûr que c'est la bonne chose à faire et tout, et ta copine dans cet épisode, il te dit un petit peu ça. Mais elle est là, non, mais elle lui fout juste un chapeau et elle lui dit mais de quoi tu me parles? Les vacances d'été ont commencé, vas-y, on va chercher Chappie. Et la phrase juste avant, c'était bah, j'imagine que Azuma pourra plus m'aider. C'est difficile de savoir concrètement ce qu'elle pense et jusqu'à quel point elle en a quelque chose à faire, quoi. C'est beaucoup. À partir de maintenant, j'ai beaucoup plus de mal. À partir de l'épisode 3, j'ai beaucoup plus de mal avec le personnage de Shizuka et à juste la considérer comme une pauvre innocente victime qui n'a jamais rien fait de mal au monde. Voilà, je préfère que ce soit clair tout de suite. Bon, maintenant, vu que j'ai déjà beaucoup parlé, revenons sur Azuma, qui est vraiment le personnage qui m'intéresse dans cet épisode-là. Donc, on va avoir un petit peu du passé d'Azuma et on va se rendre compte que bah voilà, son frère avait toujours eu des facilités en cours et qu'il pouvait se permettre de jouer aux jeux vidéo, par exemple. Il arrivait toujours à avoir des bonnes notes, pas de problème. Là où Azuma, de son côté,
était un enfant qui avait beaucoup plus de difficultés. C'est-à-dire qu'il a besoin de bûcher pour réussir à avoir des notes qui, pour le commun des mortels, sont quand même assez dingues. Je veux dire 95 sur 100, on est proche du 19 et du 19 sur 20 quand même, quoi. Donc c'est un gros truc, tu vois. Mais pour sa mère, vu que c'est pas du 100%, bah c'est pas suffisant. Et elle lui a foutu une pression de malade. C'est très parlant parce que par exemple dans l'épisode, on voit que elle lui dit: mais je comprends pas pourquoi toi t'y arrives pas alors que ton frère il y arrivait, je vous ai éduqué de la même manière, vous mangez la même chose, vous portez les mêmes choses. Jusqu'à ce que dans un épisode, à un moment, elle finisse par carrément lui dire: bah écoute, je m'en fous, fais ce que tu veux. Elle ose venir lui dire qu'il ne bosse pas suffisamment alors qu'on voit bien à quel point il se démène, simplement parce qu'il passe un peu plus de temps avec ses amis, quoi. Et qu'il a eu un 54 sur 100, je crois, donc vraiment les notes terriblement chutées. Elle ose même venir lui dire: ouais, tu oses, tu oses avoir des bonnes notes juste pour attirer mon attention, mais ça marchera pas en fait. J'en ai marre, c'est bon, je me suis assez démenée pour toi. Maintenant, tu fais ce que tu veux, je m'en fous, quoi. Est-ce qu'on se rend compte de ce que cette mère est en train de dire à son fils? Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu. Alors, pas de cette ampleur-là, mais pendant tout mon collège, j'ai eu au moins du 16 de moyenne générale. Parce qu'à cette époque-là, les études, c'était simple. En primaire, j'ai galéré. Au lycée, j'ai galéré. Mais alors au collège, pour quasiment toutes les matières, c'était un pur bonheur. Vraiment, l'école, c'était, à part pour le sport, principalement. Mais sinon, c'était super cool. Et pourtant, mon père le disait en rigolant. Il se rendait pas compte. Donc ça, je peux pas lui en vouloir en soi. Mais de me dire que j'aurais pu faire mieux. C'était juste dit en rigolant. Mais ça détruit la confiance qu'un enfant peut avoir en lui-même, quoi. Si même ça, c'est pas suffisant pour avoir des compliments, pour avoir de la reconnaissance, faut faire quoi, en fait? Alors que, par exemple, je sais que mon frère, par exemple, qui galérait beaucoup plus, bah oui, avait plus d'attention de la part des autres. Parce qu'il avait plus de besoins, parce que plein de choses. Et oui, j'ai pas honte de dire que j'étais jalouse, et que je le suis probablement encore aujourd'hui. Et pourtant, je me reconnais énormément aussi dans le personnage du frère de Azuma, parce que lui, tout ce qu'il veut faire, c'est l'aider, en fait. Son petit frère, il y a une scène qui m'a vraiment mis les larmes, c'est sur la fin de l'épisode. C'est en fait Azuma, du coup, qui est en train de devenir complètement parano, de se dire, parce que du coup, Jonia vient le voir. Et en fait, dans la vision d'Azuma, il devient monstrueux, il est en train de l'accuser de pires choses, de l'entraîner dans sa chute, de plein de choses et tout. Et en fait, il le domine vraiment comme figure menaçante. Et en fait, quand Azuma rouvre les yeux, ben en fait, Genya, il est juste agenouillé à côté de lui, devant lui, à son niveau, la main sur son épaule, en disant: tu peux tout me dire, je suis là pour toi. Et pour un enfant, c'est tellement important ce genre de choses. Franchement, Genya est un frère en or pour le coup. Parce que donc, Azuma va finir par lui ouvrir son cœur, lui dire qu'il comprend pas, que lui, il a jamais eu à subir tout ça et ce genre de choses. Et en fait, ça va faire monter les larmes aux yeux de Genya qui va comprendre jusqu'où l'éducation de leur mère lui a fait du mal. Et il va dire: mais non, tu m'as moi, je suis là. Dis-moi quand t'as quelque chose qui te tracasse. Je m'en fous des notes. Moi, c'est toi qui m'intéresse, c'est toi qui est important, le reste. Voilà. Et du coup, bah voilà. Et la traduction ne le marque pas, mais depuis qu'on a rencontré le frère de Jinya, le frère de Azuma, donc l'épisode dernier, on sait qu'il l'appelle pas Oni-chan ou Oni-san, il l'appelle par son prénom. Et justement, Jinya l'avait remarqué en disant: ah, tu m'appelles plus grand frère. Tu sens qu'il était un peu blessé. Et en fait, là, à ce moment-là de l'histoire, Azuma l'appelle Oni-chan. Il est vraiment, il demande vraiment de l'aide à son grand frère, en fait. Et on a d'ailleurs tout un point de vue assez bref de Jinya sur son petit frère, justement. Comment il a grandi et tout. Et c'est mon cœur, mon pauvre petit cœur. Et du coup, donc voilà, Azuma finit par tout avouer à son frère. La rumeur se répand, bien évidemment. Et la rumeur se répand également que bah, c'est quand même un petit gamin qui était tranquille et tout. Et donc forcément, les gens commencent à blâmer Shizuka également, parce que vu la réputation de sa mère, j'imagine que forcément c'est plus simple de considérer que c'est sa faute. Et puis, le changement aussi clairement d'attitude avec Marina et tout, bref.
Et après, on recoupe avec Shizuka quand on n'a rien à faire. C'est les vacances d'été, let's go chercher Chappie, quoi. Donc, ouais, c'était un épisode dur. Alors, pendant tout l'épisode, j'étais en empathie extrême avec Azuma. Je me reconnaissais à la fois en lui et en son frère. Et c'est vraiment que sur la fin, ce petit moment où il est juste agenouillé devant lui, ça m'a brisé. Mais bon. Donc voilà, il nous reste plus que 2 épisodes pour régler l'histoire de ta copie. Donc, bah, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 5. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Encore une fois, je serai d'accord pour ne pas être d'accord. Voilà. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches aussi. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye.